Bonsoir à tous. Écoutez, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Merci, donc je vois que vous êtes quand même vraiment nombreux. J'avais pas eu l'occasion de voir la salle dans l'autre sens. Je suis très heureux d'être là. On va changer un petit peu de sujet. Je vais parler d'un sujet un petit peu particulier puisqu'on va parler de crypto-monnaie. Ça va changer par rapport à tous mes autres compères. Pour ma part, donc, je me présente rapidement, je m'appelle Lilian Aliaga, je suis journaliste pour Cryptost, qui est le principal média aujourd'hui pour traiter des sujets des crypto-monnaies. Donc on fait du contenu d'actualité évidemment sur cet écosystème, mais on crée aussi beaucoup de contenu d'éducation et de formation pour accompagner donc, notamment les nouveaux investisseurs dans le domaine des cryptos en particulier. Après, c'est un domaine qui est aussi très technologique, donc il y a beaucoup de contenu très technique. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait sur Crypto. Ça fait depuis 2017 que le média est lancé et depuis 2020 que je l'ai rejoint. Et donc dans ces 20-30 prochaines minutes, on va parler ensemble de Bitcoin et de crypto-monnaie. C'est une classe d'actifs qui est quand même assez récente, donc je ne suis pas forcément sûr que tout le monde dans la salle est très au fait de ces sujets. Donc je vais vous poser quelques questions à main levée pour sonder un petit peu qui, aujourd'hui, n'a absolument jamais entendu parler ou alors ne sait vraiment pas ce que c'est que Bitcoin ou ce que sont les crypto-monnaies. Ouf, ça c'est un bon point. Aucune main levée, en tout cas, j'en vois pas. Donc ça me rassure déjà pour commencer. Qui aujourd'hui est investisseur dans Bitcoin ou dans d'autres crypto-monnaies. Très bien, plus que ce que j'aurais imaginé, puisque d'après un récent sondage de Ipsos et KPMG, on est plutôt de l'ordre de 12%, mais après c'est vrai qu'on a un public quand même qui est assez spécialisé en investissement, j'imagine, donc ça ne devrait pas me choquer. Et qui, dans la salle, est vraiment totalement réticent à investir dans Bitcoin et dans les cryptos? Ah, dommage, j'aurais bien aimé avoir quelques personnes à convaincre pendant cette conférence, c'est dommage. En tout cas, j'ai pas vu de main levée. Bon, alors ça va me permettre de passer un petit peu plus vite. Alors, pendant cette conférence, on va parler évidemment de Bitcoin. Voilà, comme vous le savez, Bitcoin, c'est le métronome du marché des crypto-monnaies. Il y a évidemment beaucoup d'autres actifs. On pourrait parler d'énormément de différentes tendances, des narratifs, comme on appelle, qui animent le marché crypto à court terme. Dans une première partie, je vais quand même me cantonner sur Bitcoin, puisque voilà, ça reste voilà, le leader de ce marché. Et on va voir ensemble un petit peu pourquoi aujourd'hui Bitcoin reste une très bonne opportunité d'investissement, même en 2024. Et on aura quand même une vision un petit peu plus long terme. Alors, j'avais prévu de vous rappeler un petit peu ce qu'était Bitcoin, mais on va le faire en deux mots. Voilà, Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie du marché. Mais avant toute chose, au-delà d'être une monnaie numérique, c'est un système de paiement électronique de pair à pair. C'est comme ça qu'il a été défini par son fondateur en 2008. La version anglaise me plaît un petit peu plus puisqu'elle introduit la notion de cash dedans. Et Bitcoin peut être vu un petit peu comme un cash, mais en version numérique. C'est-à-dire que vous pouvez opérer des paiements avec Bitcoin sans intermédiaire financier. Elle est là toute la clé de Bitcoin pour comprendre vraiment son fonctionnement. C'est un réseau qui permet d'opérer des paiements directement avec son interlocuteur sans avoir à recourir à des intermédiaires financiers. Donc, pour le reste, vous connaissez Bitcoin, je pense, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Par rapport à la petite frise à retenir, donc Bitcoin a été lancé en 2008, c'est un actif qui est encore très très jeune. En 2009, c'est le lancement de la blockchain, la création du premier Bitcoin. 2010, c'est la disparition de son fondateur, ça c'est un élément important. Bitcoin, on le sait, a vocation à être décentralisé. Il n'y a pas d'entité qui dirige Bitcoin et il n'y a pas non plus de fondateur qui le dirige aujourd'hui puisqu'il a disparu et on n'a absolument aucune connaissance de qui est derrière cette création. En février 2011, Bitcoin, pour la première fois, atteint la parité avec le dollar. Quelques années plus tard, en 2013, il atteint 1000 $. Et puis, en mars 2024, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, Bitcoin marque un nouveau record historique de prix à 73 500 $. D'un point de vue des marchés, bon, c'est voilà, l'actif le plus performant sur les dernières années. Mes chiffres ne sont plus à jour puisque Bitcoin a pas mal bougé ces derniers jours, mais on retiendra dans les grandes lignes qu'on est de l'ordre de 60% de hausse sur 2024, 150% de hausse sur un an, et sur 5 ans, là, on est à 1500% de hausse environ, et sur 10 ans, 14 000% de hausse. Donc c'est de loin voilà, l'actif le plus performant sur les marchés. Maintenant, pourquoi est-ce que Bitcoin performe autant? Pourquoi est-ce que Bitcoin continue de performer? Et pourquoi est-ce que Bitcoin continue d'intéresser des investisseurs? Comme je vous le disais en introduction, l'année dernière, d'après un sondage de l'ADAN et de KPMG en France, on avait environ 8% d'investisseurs en crypto. Cette année, on est à 12%, donc on est en nette hausse. Qu'est-ce qui fait que les investisseurs s'intéressent de plus en plus à Bitcoin?
Bon, c'est un contexte général, mais c'est surtout une thèse d'investissement qui n'est absolument pas ma thèse d'investissement, c'en est une que je partage personnellement, mais qui a été partagée par d'autres personnes bien avant moi et qui anime de nombreux investisseurs aujourd'hui sur le marché des cryptos. C'est la considération que Bitcoin a toutes les caractéristiques pour être un potentiel nouvel étalon mondial de la valeur. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? On ne va pas faire un cours d'économie, mais voilà, quotidiennement, quand on travaille, on produit, on échange, on stocke voilà, des biens, des services, du travail, des contrats, etc. C'est le principe de l'économie. Et pour que cette production, cet échange et ce stockage se passent correctement, il est primordial d'avoir un moyen de mesurer cette valeur à travers le monde, d'avoir un étalon qui permet de mesurer cette valeur, tout comme il est important d'avoir un étalon qui permet de mesurer les distances, qui permet de mesurer la masse quand vous faites de la cuisine, le litrage, etc. Enfin, voilà, c'est important d'en avoir une, et donc, en tout cas, ce que je dis, ça n'est absolument pas nouveau. Hein. Dans l'histoire, on a toujours eu cette ambition-là. On utilisait à une époque des biens agricoles, comme le blé, hein, pour mesurer la valeur, et puis lorsque l'agriculture s'est développée, on est passé à autre chose, on est passé au bronze. Et puis, de la même manière, lorsque le bronze a été trop facile à produire, on est passé au fer, et ainsi de suite, jusqu'à l'or, et plus récemment jusqu'au dollar. Et le point commun dans cette histoire, alors là, je fais vraiment quand même une avancée très rapide, hein, mais le point commun, c'est que, naturellement, quand cet étalon de mesure de la valeur a tendance à être produit en trop grande quantité, à être trop abondant, on a tendance à vouloir en changer, et à en trouver un autre qui est plus proche de l'ère de notre temps, de notre génération. Aujourd'hui, l'étalon de mesure de la valeur à l'échelle mondiale, ça n'est pas l'or, hein, bien sûr, c'est le dollar. Et le dollar, alors je vais vous montrer des graphiques que vous connaissez aussi déjà, on l'a déjà vu passer tout à l'heure dans une autre présentation, mais le dollar, eh bien, depuis les années 2000, a tendance à quand même être émis de manière très forte. Alors je ne me souviens plus les termes d'Antoine pour le décrire, mais voilà, il y a d'autres manières de l'expliquer, mais en tout cas, voilà, le dollar est imprimé de manière drastique. Entre 2000 et 2008, la quantité totale de dollars en circulation, elle a monté d'environ 6% par an, 5,8% par an, je crois, d'après ces chiffres. Depuis 2008, cette quantité totale, elle est en augmentation de 17% par an. C'est évidemment énorme. Et alors, si on regarde simplement entre février 2020 et février 2022, pendant la période du Covid, là, elle a simplement été multipliée par 2. Donc on émet de plus en plus de dollars, ce qui signifie quoi? Que le dollar que vous avez en poche, oui, il a toujours la même valeur sur le papier, mais en revanche, d'un point de vue de la valeur globale, il est dilué. Et ça, c'est un vrai problème. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu plus tôt, quand je vous parlais des autres étalons par le passé, le problème, c'est que quand on a tendance à avoir un étalon qui est de plus en plus facile à produire, eh bien, on va chercher naturellement à en trouver un autre. Alors, vers quoi on va se tourner? Il y a des candidats, il y a plusieurs candidats éventuels. L'or, évidemment, en fait partie. Hein. Si vous regardez les BRICS, notamment, ils ont pour ambition de se dédollariser, de dédollariser leur économie et de se tourner vers l'or. Mais l'or n'est pas le seul candidat, puisque Bitcoin est aussi un candidat. Comme je vous le disais, c'est la théorie d'investissement de Bitcoin. Pourquoi Bitcoin est un candidat? Pour moi, ça se résume avec un seul point. Parce qu'à la différence de tous les autres étalons de mesure de la valeur par le passé, Bitcoin a l'avantage d'avoir une quantité qui est fixe, qui est déterminée à l'avance et qui ne va jamais changer. La quantité totale de Bitcoin en circulation, elle est limitée à 21 millions d'unités. Il n'y en aura jamais plus, il n'y en aura jamais moins. Voilà, ça a été défini de base dans le code de Bitcoin par son créateur en 2008 dans la blockchain. Ça ne changera pas. Et cette émission, elle est connue. C'est le graphe que vous avez à l'écran. La courbe bleue, d'accord. Cette émission, elle est connue. On sait que tous les 4 ans, il se passe un phénomène qu'on appelle le halving. Et le halving va permettre de diviser par 2 l'émission de Bitcoin sur les 210 000 prochains blocs. Bon, ça veut dire à peu près sur les 4 ans qui vont suivre. Donc pendant les 4 premières années d'existence de Bitcoin, entre 2008 et 2012, on a émis, comme vous pouvez le constater, si je ne me trompe pas, 50% des Bitcoins. On a émis 50 Bitcoins par bloc miné, donc environ 10 500 000 Bitcoins. Et puis voilà, ça diminue. Et donc là, on est à peu près à 90% des Bitcoins qui sont déjà minés, et on devrait atteindre 21 millions d'ici un petit moment quand même. On ne sera plus là pour en parler, d'ici 2141, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, c'est cet élément-là qui est fondamental et qu'il faut retenir, c'est que la quantité totale de Bitcoin en circulation, elle est définie, elle est connue à l'avance, et ça, quand même, c'est quelque chose qui change par rapport aux autres candidats.
Après, ça ne s'arrête pas là, hein, ça c'est l'élément le plus important à retenir, mais Bitcoin a d'autres caractéristiques. Bon, il est prédictible, ça on l'a dit. Il est non altérable. Ah oui, il est numérique, donc forcément, il est non altérable par la météo, par le temps, etc. Il n'est pas falsifiable. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont essayé, hein, bien sûr, mais vous ne pouvez pas arriver demain et dire au réseau Bitcoin, j'ai 5 Bitcoins, je peux les transférer. On va vous dire non, ça ne marche pas. Il n'est pas falsifiable. Vous ne pouvez pas le copier, vous ne pouvez pas tricher finalement. Il est non censurable. Il n'y a aucune entité à sa tête qui peut modifier comment Bitcoin fonctionne. Et personne ne peut empêcher qui que ce soit d'utiliser le réseau Bitcoin. Bon, évidemment, dans les premières heures d'existence de Bitcoin, ça a entraîné quelques problématiques, notamment l'utilisation pour des activités illégales, mais on s'est rapidement rendu compte que Bitcoin n'est pas anonyme. Bitcoin est pseudonyme. À partir du moment où j'ai votre adresse publique, l'équivalent en fait de votre RIB, je peux l'associer avec votre activité sur la blockchain, et donc naturellement, quand on a cette manière-là de vous observer, on va éviter de faire des activités illégales. Toujours est-il que donc Bitcoin n'est pas censurable et il est facilement transportable puisque, encore une fois, il est numérique. Si je prends le téléphone de l'un d'entre vous ici dans la salle, je télécharge un portefeuille Bitcoin, je rentre mes informations personnelles, vous avez mes Bitcoins sur votre téléphone. En tout cas, j'ai mes Bitcoins sur votre téléphone. Il est facilement transportable, il est partout à partir du moment où on a un appareil électronique et donc il est aussi facilement échangeable avec l'avantage que la blockchain est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tout ça, voilà, c'est pêle-mêle des caractéristiques importantes de Bitcoin qui font que Bitcoin est un potentiel candidat pour être un nouvel étalon mondial de mesure de la valeur. Ça, c'est la thèse d'investissement. Cette thèse d'investissement, elle a évidemment une antithèse, celle que ça n'arrive jamais. C'est pourquoi aujourd'hui investir dans Bitcoin, ça reste évidemment risqué. Bitcoin est un actif volatile, encore une fois, pour plein de raisons. C'est l'un des actifs les plus volatiles. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus les statistiques en tête, mais je crois que l'action de Lehman Brothers n'a jamais atteint en 2008 la volatilité que Bitcoin a atteint sur le précédent bear market en termes de pourcentage. Donc c'est quand même un actif qui est très volatile, il faut le rappeler. Mais la volatilité, ça ne doit pas être une raison pour driver votre investissement, pour vous prendre, pousser vos décisions d'investissement. Le risque non plus. Le risque, ça impacte simplement le pourcentage de votre portefeuille que vous allouez au Bitcoin. Aujourd'hui, avoir un portefeuille 100% S&P 500, c'est plus risqué que d'avoir un portefeuille avec 2,5% de Bitcoin. C'est plus diversifiant d'avoir du Bitcoin. Et pour toutes ces raisons-là, si cette thèse d'investissement sur Bitcoin venait à se vérifier, Bitcoin pourrait atteindre des montants qui seraient, en tout cas des valorisations, des capitalisations qui seraient assez stratosphériques, plusieurs centaines de milliers, voire plus d'1 million de dollars par unité de Bitcoin. Ça, c'est la thèse d'investissement et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec un Bitcoin à 65 000 $, on est encore relativement tôt dans cette thèse d'investissement, même si, vous allez le voir juste après, il y a des actualités qui nous montrent qu'on avance quand même relativement bien dans une bonne direction. Alors, vous l'avez compris, personnellement, j'ai une ambition très long terme sur Bitcoin. Mon métier, c'est d'analyser ce qui se passe dans l'écosystème, de parler technique, pas d'analyse technique, de technologie. Je ne fais absolument pas d'analyse technique et j'ai du mal à me projeter sur le court terme, notamment quand j'écoute les conférences des autres conférenciers. Justement, il y a plein d'éléments qui ne sont pas propres à Bitcoin, qui ne sont pas propres au marché des cryptos, qui peuvent influer son évolution. Donc, c'est compliqué de se projeter à court terme. Néanmoins, si on regarde les éléments intrinsèques, je vous ai parlé de ces fameux halvings, d'accord ? On va parler du Bitcoin parce que le Bitcoin, comme je vous le disais, c'est le métronome du marché des cryptos. Si Bitcoin monte, le marché des cryptos monte et inversement. Je vous ai parlé du halving qui arrive tous les 4 ans, donc qui est arrivé pour la première fois en 2012 et ainsi de suite. C'est l'élément déclencheur des cycles haussiers de Bitcoin. Bitcoin, ça fonctionne de manière totalement cyclique. Hein. Ça part à la hausse, ça fait des très grosses performances et puis ça retrace très fort. Jusqu'ici, ce qui se passait, c'est que Bitcoin Bitcoin passe ce halving et ensuite il franchit son ancien plus haut historique et il marque un nouveau plus haut historique. Sauf qu'en 2024, on a connu quelque chose d'assez spécial, c'est que Bitcoin a franchi son ancien plus haut historique, donc 69 000 $, qui avait été marqué en décembre 2021, si je ne dis pas de bêtises, avant le halving. Ce halving, il va avoir lieu là dans quelques jours, à la fin avril 2024. Et donc c'est la première fois que ça arrive. On casse les cycles habituels de Bitcoin. Il y a une raison derrière ça. La raison, c'est l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. En fait, c'est une actualité qui était attendue depuis 2013 par le marché des cryptos. La première demande pour un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis date de 2013. Elle a enfin été approuvée en 2024, début janvier 2024. Et qu'est-ce que ça symbolise ?
Ça symbolise, alors par le biais de l'arrivée de BlackRock évidemment, puisque BlackRock fait partie des gestionnaires d'actifs qui ont un ETF Bitcoin Spot, c'est l'institutionnalisation de Bitcoin, sa reconnaissance aux États-Unis en tant que actif important. Il est enveloppé en fait dans un produit d'investissement qui est régulé, donc entre guillemets il est régulé aux États-Unis. Et puis, ça ouvre les portes, donc, pour le moment, en tout cas, aux investisseurs institutionnels pour s'exposer directement à Bitcoin. Et dans un futur très proche, ça permettra à tous les épargnants américains d'investir dans Bitcoin. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, avec un Bitcoin à 70 000 $ il y a encore quelques mois, c'était toujours compliqué d'investir dans Bitcoin. Personnellement, quand j'ai voulu motiver mes parents à investir dans les cryptos, il fallait télécharger une application de plateforme d'échange de crypto, envoyer de l'argent, enfin faire un virement bancaire à ces applications, c'est pas forcément facile de convaincre les gens de le faire. Et notamment quand on sait qu'il y a 2 ans, la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto, FTX, s'est effondrée. Donc c'est pas forcément rassurant. Avec des produits d'investissement comme un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, on peut ouvrir cette nouvelle classe d'actifs, en tout cas Bitcoin, à tous les épargnants américains dans des produits d'assurance, des plans d'épargne retraite, via leur banque, etc. Ça va être, alors c'est pas encore le cas pour l'instant, ça va arriver très vite, mais en tout cas ça va changer énormément de choses, et ça a déjà changé énormément de choses. On parle de dizaines de milliards de dollars de flux entrant dans ces ETF. D'ailleurs, Larry Fink, le PDG de BlackRock, disait que c'est le démarrage d'un ETF le plus exceptionnel qu'il ait connu dans sa carrière. Et le dernier élément, alors ça c'est un élément qu'on constate un petit peu avec Cryptost de notre côté, c'est qu'on a l'avantage d'être assez proche de ce qui se passe vis-à-vis du grand public, de palper l'intérêt du grand public pour ce marché. On a eu évidemment des statistiques de lecture sur nos articles ou de vues sur nos contenus vidéo qui remontent, ça c'est un fait, mais on est encore très loin de ce qu'on a pu connaître à l'époque de 2021 lors du précédent bull run. Donc on a un intérêt du grand public qui revient gentiment mais qui n'est pas encore au top. Et donc pour toutes ces raisons-là, il est vrai que on a essuyé les démons du passé, ceux de 2022. 2023, ça a été une année de transition. 2024, il y a énormément de bonnes nouvelles. Et pour toutes ces raisons-là, avec l'approche du halving, avec ces ETF Bitcoin Spot, on peut penser que 2024 serait une bonne année pour Bitcoin et pour le marché des cryptos. Évidemment, il faut encore que le contexte macroéconomique soit positif, bien sûr. Alors après, on parlait de potentiellement une baisse des taux de la Fed en juin. Ça pourrait pousser le marché à la hausse, bien sûr. D'ici là, on peut compter sur probablement une latéralisation de Bitcoin entre la zone des 60 000 $ plus ou moins et de son nouveau ATH, son nouveau prix record des 73 000 $, avant de plus tard certainement se projeter vers un prix estimé d'après une majorité des algorithmes qui l'étudient aux alentours des 120 130 000 $ à l'issue de ce prochain cycle haussier. Ce sont évidemment des estimations. Voilà en tout cas pour Bitcoin, voilà pour le marché des cryptos. Alors j'avais pas vraiment prévu de vous parler des autres cryptos, pour la simple et bonne raison que je ne savais pas forcément qui était en face dans le public, et c'est compliqué pour ceux qui connaissent le marché des cryptos, vous allez comprendre ce que j'explique, mais le marché des cryptos aujourd'hui c'est 13 500 différentes crypto-monnaies, c'est des tendances qui se créent et qui se terminent en l'espace de quelques mois. Aujourd'hui, vous parlez d'une tendance dans le marché des cryptos. Si j'avais reconsulté cette émission dans 2-3 ans, je me serais dit pourquoi est-ce que je leur ai parlé de ça? Parce que quand je suis arrivé dans le marché des cryptos, on m'a dit dans 5 ans, tu verras que 99% des cryptos que tu connais aujourd'hui, elles n'ont plus aucune valeur. Et il avait plutôt raison, celui qui m'a dit ça, puisque aujourd'hui, toutes ces cryptos que je connaissais il y a 5 ans et qui étaient vues comme celles qui allaient révolutionner le monde, elles végètent en fond de classement, elles n'ont plus aucune valeur, et c'est un fait. C'est un marché dans lequel il y a énormément d'innovation, mais malheureusement, l'innovation à chaque fois chasse la nouvelle innovation, et ainsi de suite. Enfin, la majorité des cryptos va disparaître, en tout cas sur ces 13 500 cryptos-là, donc je ne pouvais pas vous parler de ces tendances. En revanche, je voulais vous parler d'une autre conviction que j'ai, une conviction qui m'est assez chère, c'est Ethereum. Voilà, c'est la deuxième crypto-monnaie du marché. C'est 17% du marché quand même, hein. Ça représente beaucoup. Et Ethereum, alors, à la différence de Bitcoin, je ne vais pas vous rentrer dans les détails puisque je vois que le temps passe et il me reste que à peine 2 minutes, donc je vais aller vite. Ethereum, à la différence de Bitcoin, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que c'est donc une blockchain, certes, mais qui apporte une nouveauté, c'est la possibilité de programmer, de rentrer des bouts de code qu'on appelle des smart contracts. Donc vous savez ce que c'est qu'un contrat, hein, c'est des parties qui s'accordent à dire que, globalement, si des conditions sont remplies, alors on exécute des tâches. Eh bien, des smart contracts, c'est des contrats intelligents. C'est des bouts de code qui s'exécutent automatiquement et qui permettent de construire tout et n'importe quoi. Il faut vraiment se dire qu'on peut construire tout et n'importe quoi sur la blockchain Ethereum, tout un tas d'applications. Alors ça, c'est intéressant, mais
je vais éviter de parler de l'Internet décentralisé, je vais vite vous parler de BlackRock. BlackRock revient à la charge puisqu'on sait qu'ils s'intéressent de plus en plus au marché des cryptos. Ils veulent lancer un ETF sur Ethereum, sur cette deuxième crypto-monnaie du marché, mais ils ne veulent pas faire que ça, ils veulent aller plus loin puisque Larry Fink, en janvier 2024, nous a dit « La prochaine étape, c'est la tokenisation des actifs financiers, c'est-à-dire de toutes les actions, de toutes les obligations. » Alors qu'est-ce que c'est la tokenisation? C'est le fait de prendre un actif réel et de le représenter sur la blockchain. C'est aussi simple que ça. Alors vous pouvez le représenter en 1 part, en 10 parts, en 1000 parts, comme vous voulez. Hein. C'est un token qui représente un droit de propriété sur l'actif réel, un accès à des dividendes, etc. Enfin, peu importe, je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Et donc Larry Fink nous dit, la prochaine étape, c'est ça. Et en effet, le 20 mars 2024, il annonce un dépôt d'une demande auprès du gendarme financier américain, de la SEC, pour créer un fonds tokenisé de 100 millions de dollars où en fait il va tokeniser les bons du trésor américain. Ça, c'est un test. Et ce test, il le lance non pas sur une blockchain privée, comme la majorité des banques l'ont fait par le passé, il le lance sur une blockchain publique sur Ethereum. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a des milliards de dollars qui vont se déverser sur Ethereum en étant tokenisés, aujourd'hui, détenir de l'Ether, c'est détenir une part en fait, de cette future brique de l'intermédiation financière, telle que BlackRock souhaite la construire. Sachant que Ethereum, et je terminerai là-dessus, Ether est conçu pour que globalement, plus il y a d'activité sur le réseau Ethereum, plus il y a de frais qui sont dépensés, plus on brûle d'Ether, et c'est une monnaie qui est déflationniste et qui est de plus en plus déflationniste en fonction de l'activité sur le réseau. Donc plus il y a d'activité sur le réseau, notamment parce que des acteurs comme BlackRock et d'autres acteurs de la finance traditionnelle vont arriver pour utiliser Ethereum, plus vous, en tant que détenteur d'Ether, vous allez en bénéficier puisque cet actif est déflationniste. Bon, c'est évidemment un raccourci rapide, mais voilà, je vois que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, globalement, pour retenir, Bitcoin, métronome du marché. Bitcoin, c'est sur une vision très long terme. Évidemment, le marché est cyclique, donc il faut quand même surveiller ce qui se passe à court terme. Et puis, autre conviction intéressante pour ceux qui veulent s'exposer à un autre actif que Bitcoin au sein du marché des cryptos, c'est Ethereum pour toutes ces raisons que je viens de vous expliquer. Voilà globalement pour la présentation. J'espère que j'aurai été assez clair et que je n'aurai pas trop dépassé. Merci beaucoup.